Cette semaine, dans le balado, on trouve l'amour parmi les humains, on se réconcilie avec notre père et on cherche notre identité. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Berton. Salut Jeff. Hello. Alors, pour les Américains, c'est la grande fin de semaine du Memorial Weekend. Ouais, c'est la fête de quoi, ça? C'est comme... Bonne question. Je sais pas. C'est le lundi qui est férié? Ouais, c'est le lundi qui est férié. Écoute, est-ce que c'est la guerre Memorial, donc ça, on se souvient? Est-ce que c'est la guerre du souvenir? Est-ce que pour eux, c'est l'heure pendant du jour du souvenir? Peut-être. J'ai jamais les fouillé. Mais qui dit cette fin de semaine, habituellement, on a toujours une grande sortie. Ouais, l'an dernier, c'était Top Gun. Bien sûr. Donc là, cette semaine, un film qui est suivi d'une petite controverse. On en reparlera quand on va aborder ces sorties. Ça veut dire que c'est un film qui a fait couler de l'encre. Effectivement, bien dit. Et pas pour les bonnes raisons nécessairement. Donc, petit tour d'horizon, d'actualité de la semaine. Honnêtement, c'était vraiment une petite semaine, en tout cas pour moi. Je pense que ça se passe à Cannes beaucoup, mais j'ai pas suivi. Tu sais, c'est des présentations de films. Pas la cérémonie. Le festival n'est pas encore terminé. Fait qu'on sait pas encore les gagnants et tout. Là, mais bon. Bon, on a quelques échos ici et là. En tout cas, apparemment que le dernier Scorsese vaut vraiment la peine. Vaut ses 3 heures. Vaut ses 3 heures. Okay. Asteroid City aussi de Wes Anderson a été très bien accueilli. Donc, on verra bien lesquels se faufilera avec la Palme d'Or. Dans l'actu, moi, j'ai vu, en fait, un article qui a croisé mon attention. Un film québécois qui m'interpelle plus parce que je suis un grand amateur de bande dessinée, toi aussi quand même, de BD. Oui. Avais-tu déjà lu Ville et Misérable de Samuel Quentin aux éditions Papao? Non, c'est un nom d'auteur que je connais, mais je ne connais pas cette BD-là. Donc, une prémisse assez loufoque et intéressante où un démon est libraire dans une librairie de Montréal, en fait. Une librairie indépendante. Oui, tout à fait. Un peu un démon qui est sur Terre comme depuis 350 ans, très cynique et désabusé de la vie. Okay. Et finalement, sa gérante va embaucher un nouvel employé, un jeune homme plus fringant et tout ça, qui va un peu raviver sa flamme, là, tout ça. Donc, Fabien Cloutier va interpréter le démon en question dans l'adaptation qui s'en vient au cinéma. Le tournage débute sous peu. Et Pierre-Luc Funk jouera le jeune libraire. Donc, un casting quand même assez intéressant. Réalisé par Jean-François Leblanc, plus connu en fait son film dans sa filmographie là, qui se démarquait le plus, c'était Guy Bard, S'en va en guerre, avec Patrick Huard, quand même, qui remonte à quelques temps. Là. Oui, c'était quand même un gros tournage, là, c'est ça. Ouais, donc, fait que bravo. Je trouve ça le fun qu'on adapte nos œuvres, parce que la bande dessinée avait quand même connu un certain succès là, dans le milieu un peu de la BD et tout ça. Donc, à voir en 2024 sur nos écrans. Ouais. Il n'y a pas... on avait annoncé White Horse, je sais qu'il refile. Il va être fait en pièce de théâtre, mais il va être fait au cinéma aussi. Bonne question. Je pense que c'est juste la pièce de théâtre, donc justement de Samuel Quentin. C'est lui aussi. Oui, c'est ça. Il est vraiment partout, à la mode ces temps-ci. Sinon, on peut mettre ça pratiquement dans les catégories rumeurs, mais apparemment que James Cameron, encore pas assez occupé par ses avatars, faut croire, s'attaquerait à un nouveau scénario de Terminator. OK. Pourquoi? Le vrai qui se passerait après le 2, genre, c'est ce qu'il n'arrête pas de faire. Là. On prépare tout, on rescate toutes les autres. Écoute, on n'en sait pas plus. Apparemment qu'il aurait juste dit, j'ai été inspiré puis je m'attaque à un scénario. On verra bien si ça verra le jour. Ça serait le scénario ultime à faire écrire par des AI, ça, justement, par des intelligences artificielles. Un film sur l'intelligence artificielle. Écoute, pourquoi une autre version? Parce que, je veux dire, tous les films qui ont osé s'attaquer à cette suite de Terminator 2 n'ont jamais vraiment fonctionné, n'ont jamais pleinement satisfait les fans. Le dernier qu'on croyait
que c'était peut-être le cas parce que Cameron était revenu comme producteur. Puis il y avait Linda Hamilton. Donc on ramenait Sarah Connor. Même Schwarzenegger était là, c'est vrai. Oui, tout à fait. Donc, mais finalement, le résultat est assez désastreux. Puis le public n'était pas au rendez-vous. Non, vraiment pas. Donc, à suivre, voir donc est-ce on aura un nouveau Terminator, est-ce qu'on repart de zéro ou on fait une suite, bref, à suivre. Et sinon, on doit être proche du remake. Après avoir essayé de faire des prequels, des sequels, des n'importe quoi, là, d'après moi, le remake s'en vient avec Jason Momoa. Puis, ou John Cena. Ou j'allais dire Alan Rickman, justement. Rickman, là, lui qui est en tout cas, le nouveau gars dans Fast X. Là. Mais peut-être qu'on va aller ailleurs aussi avec le Terminator. Peut-être que ce ne sera pas un gros musclé. Sinon, aussi, il y avait ces rumeurs qui circulaient, parce qu'on avait annoncé à l'époque qu'on tournait 2 films de John Wick, qu'il y avait un John Wick 4 et 5 potentiellement. Avec la sortie finalement du 4e, on a compris que ça se pourrait, mais ça serait étrange quand même. Là, je pense qu'on peut le dire. Le film fait plus d'1 mois qu'il est sorti. Évidemment, John Wick meurt à la fin, mais est-ce qu'il est vraiment mort? Parce qu'on ne voit pas enterrer son corps. Plusieurs pensaient, dont moi, que le John Wick 5 était peut-être juste finalement une version voilée de cacher la fin de John Wick 4. Ballerina, en fait. Et que c'était effectivement Ballerina, le nouveau spin-off qui s'en vient l'an prochain. C'est ça, lui, il est vraiment annoncé et tout. Là. Oui, en fait, je pense qu'il a fini le tournage et tout est en montage. Et Keanu Reeves revient dans le film dans Ballerina. Ouais, un petit rôle. Entre le 3 et le 4, etc. Effectivement. Donc, mais non, finalement, on a confirmé qu'il y a bien et bien un John Wick en préparation de la part de Lionsgate. Donc, on veut poursuivre la série. On sait qu'il y a plusieurs séries télévisées aussi qui sont en développement. Oui, Continental qui prend l'affiche. Pas prend l'affiche. À l'automne. Oui, c'est ce qui va être disponible. Sur HBO, je sais pas. Ça doit, parce que non, c'est vrai, c'est pas Warner, c'est Lionsgate. Je sais pas. Mais, et qu'on aurait d'autres spin-offs aussi dans l'univers et tout ça. Donc, d'autres films aussi, là, avec différents personnages. Donc, on est all-in chez Lionsgate pour John Wick. Là, c'est lui qui fait plus d'argent que jamais. Fait que ils veulent jamais quitter à ce moment-là. Là. C'est temps de presser le citron. Ouais, au cinéma, c'est rare que tu quittes sur un high au niveau producteur. C'est vrai. On attend toujours faire le film de trop. Sinon, bande-annonce, moi, j'ai rien vu de nouveau comme tel. Là. Il y a plusieurs deuxièmes bandes-annonces. Il y a la couleur pourpre de Color Purple qui peut être intéressant parce que ça avait été un film majeur de Steven Spielberg il y a plusieurs années avec Whoopi Goldberg. Ouais. Mais là, on est retourné au matériel source, le livre et même la comédie musicale qui va plus inspirer ce nouveau film-là qui a l'air une espèce d'hybride entre drame et comédie musicale. Je ne sais pas s'il le classerait comme un musical, là. Dur à dire sur l'emballance s'il va y avoir 13 chansons là, tout au long du film ou juste comme 2. Mais je pense que c'est pas un hasard qu'on sorte ça au moment où la petite sirène prend l'affiche parce que Hailey Bailey est encore est à l'affiche dans le fond de Color Purple qui est prévu pour le 25 décembre. C'est vraiment un film de Noël et tout. Que je pourrais même pas dire de quoi ça parle. Là. C'est dans le sud des États-Unis. Ouais, écoute, c'est vague, je l'ai vu. Mais je l'ai vu sur le temps, parce qu'évidemment, c'est sorti en 85. J'étais trop jeune, ça ne m'intéressait pas comme film à l'époque. Fait que j'ai peut-être vu une vingtaine d'années. Puis finalement, j'avais bien aimé ça. Et je sais que ça tourne alentour du personnage de Whoopi Goldberg là, qu'elle jouait dans le film. Puis je pense qu'elle est maltraitée par son mari, tout ça. Puis elle cherche, je pense, à s'émanciper, à se libérer. Là. Mais c'est vague. Je me rappelle qu'il y avait quand même un punch à la fin. Ouais, puis il y a un peu de truc d'esclavagisme là-dedans aussi. Où c'est l'esclavagisme est fini, mais les mœurs sont difficiles. Clair dans ma tête. C'est vraiment un film qu'il faudrait que je revoie. Mais c'est l'exercice, peut-être. Ouais. Mais c'était quand même intéressant. Même à l'époque, ça avait causé quand même une certaine controverse que Steven Spielberg réalise le film, alors que ça se passe dans la communauté afro-américaine, que ce soit un blanc qui tourne le film. Et je pense qu'à ce jour, il y a le pauvre record d'avoir le plus de nominations aux Oscars sans avoir gagné une statuette. Je pense que c'est genre 10 ou 11 nominations. Il est reparti bredouille cette année-là. Mais bref, je me rappelle d'avoir été assez étonné. Donc, j'ai bien hâte de voir cette nouvelle version-là. Comme tu dis, avec Hailey Bailey, qui est, je pense, un talent à surveiller. Puis je pense qu'on peut même... je sais pas, elle n'a pas l'air de faire la
personnage principal, par exemple. Je pense que... Je me trompe-tu? J'ai juste vu une fois la bande-annonce, je me souviens plus assez. Je l'ai même dans le casting. Ouais, c'est ça. Il y a dans les secondes bandes-annonces, il y en a eu plusieurs, mais il y a Barbie qui en ont sorti une peut-être hier soir, je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas eu le temps de regarder. Mais ça explique un petit peu plus qu'est-ce qui se passe, puis rapidement, c'est qu'on comprend que Barbie vit dans l'univers Barbie, là, celle jouée par Margot Robbie, parce qu'il s'appelle toute Barbie. Puis elle va commencer à sentir des changements tranquillement, comme de plus être à la pointe des pieds, puis commencer à réfléchir à la mort, des choses comme ça. Puis il y a une espèce de poupée un peu maganée weird qui va lui conseiller de quitter Barbie Land. Et avec Ken, elle va quitter et se retrouver dans le monde réel. Okay. Et là, avoir un impact sur tous les gens. Puis là, il y a un Will Ferrell qui a l'air d'être un genre de homme d'affaires de chez Mattel ou quelque chose comme ça. Qui est comme, non, il faut la renvoyer dans le monde de Barbie ou je sais pas quoi. Fait que, je sais pas comment ça se dessine. Fait que c'est vraiment une Barbie, l'univers Barbie qui se ramasse dans le vrai monde. Dans le vrai monde, mais le monde a l'air de connaître le jouet Barbie. Mais pas elle, parce qu'elle a une apparence humaine. Là. Fait que très mystérieux. Fait que je pense qu'il y a l'air d'avoir une chanson ou deux justement dans ce film-là, mais c'est pas un musical. C'est vraiment juste flyé. Mais très hâte de Barbie de Greta Gerwig le 21 juillet. Moi aussi, j'ai bien hâte de découvrir ça cet été. C'est un des films que j'ai bien hâte de voir. Ça fait le tour un peu? Oui, je pense qu'on peut aller direct aux nouveautés. Alors, on parlait d'Halle Bailey, justement, qui est à l'affiche de ce film, de ce remake de Little Mermaid de Rob Marshall. Oui, La Petite Sirène au Québec. Écoutez, c'est l'adaptation en prise de vue réelle, comme on fait chez Disney depuis quelques années. Il y a quand même son lot de CGI, mais grosso modo, c'est des humains avec des corps de sirène. C'est une sirène qui est attirée, Ariel, vraiment par le monde des humains. Elle a à peu près 15 ans, je pense, 15-16 ans. Mais son père, le roi Triton, lui défend de s'approcher des humains, voyant que le mal en eux. Mais voulant avoir des jambes et pouvoir... elle a le béguin pour le prince Eric qu'elle a observé à la surface. Fait qu'elle va conclure un pacte avec une sorcière des eaux, Ursula, qui va, sans se rendre compte qu'en fait, c'est un piège envers le royaume, si on veut. Donc, je vous disais d'entrée de jeu que le film avait suscité une controverse lorsqu'on avait annoncé le casting d'Halle Bailey, parce qu'évidemment, elle est afro-américaine, donc ça avait soulevé un tollé qu'une sirène ne pouvait pas être noire. Vraiment. Je sais pas si c'est qu'une sirène ne peut pas être noire, mais en tout cas, c'est... moi, j'avais vu ça. Ah ouais, à ce point-là. Oui, c'était à ce point-là. Il y en a évidemment qui disaient... Le personnage était blanc dans l'original, donc elle devrait être blanche, mais ça avait quand même assez dégénéré là, dans des explications vraiment ridicules. Mais là, en plus, c'est parce que La Petite Sirène, comme bien des histoires de Disney, c'est pas eux qui ont inventé ça. Là. C'est une histoire, je ne vais pas te noter, mais puis t'es genre 1800 quelque chose, puis c'est quoi, c'est-tu allemand? Danois, je pense. Okay. Puis là, c'est comme une fable et tout. Puis là, finalement, ils l'ont réinterprété. Fait qu'il y a eu plein d'adaptations. C'est pour ça, des fois, vous voyez des films La Petite Sirène qui sont pas Disney, puis comme La Belle et la Bête aussi, des fois, il y en a, c'est des histoires libres. Là. Après ça, Disney, ils vont s'accaparer certaines choses. Là. Fait que, tu sais, comment ça, elle peut pas être noire, là. Et premièrement, elle est phénoménale dans le film, là, je trouve. Là, c'est la force du film, absolument, c'est elle. Je pensais qu'elle était connue ni d'Ève ni d'Adam, mais on a découvert que dans un duo pop, là, c'est vraiment une chanteuse et qui fait un peu d'acting au travers de ça. Elle jouait dans la série de télé Grownish aussi un petit peu. Donc oui, alors Rob Marshall le dit, quand il faisait la session de casting, il a choisi celle qui croyait être la meilleure pour reprendre ce côté très jovial, enthousiaste, cette espèce d'innocence aussi qu'elle incarne à l'écran. Et Halle Bailey, elle est vraiment juste formidable. Je veux dire, elle crève l'écran. Moi, petit bémol, j'aurais peut-être aimé que son contrepartie, le Prince Eric, est peut-être un casting un peu drabe, je trouve, là, comme comédien. On aurait pu aller trouver quelqu'un d'un peu plus peut-être charmant. Tom Holland. Ouais. Fait que la chimie fonctionne peut-être un petit peu moins, je trouve, entre les deux, mais sinon, pour les fans du film de l'original, je pense que vous ne serez pas déçus, honnêtement. C'est visuellement très spectaculaire. Et Rob Marshall est quand même un bon réalisateur habitué de transposer des comédies musicales à l'écran. Il avait amené Chicago, et derrière Les Misérables, Into the Woods aussi. Donc, il était quand même très solide. C'est-tu Disney, ça? Oui, je pense que oui. J'ai vu qu'il y a quand même... j'avais oublié qu'il n'avait fait
fait beaucoup. Pirates des Caraïbes 4, aussi, qui est un dîner à sa façon. Et Mary Poppins Returns, qui est un peu passé aussi, j'avais oublié, OK. Dans le vent. Ben oui, donc voilà. Donc vraiment... donc, il fait un très bon travail. Les chorégraphies sont le fun. Le film est quand même un peu long, peut-être pour les plus jeunes enfants. On doit dire qu'il est 2h15. Ouais, c'est mon plus grand questionnement sur le projet. Je suis surpris qu'il y a comme... au niveau de la production, il n'est pas dit, OK, on ajoute, à chaque fois qu'il est fond, il ajoute un petit peu, il étoffe le backstory, puis en dessin animé, ça coupe souvent court, là, les transitions, des choses comme ça. Fait qu'on ajoute toujours un petit peu, mais de passer de comme 1h25 à, c'est 1h23 à 2h15, fait que c'est 55 minutes plus long. Je trouve ça très audacieux. Je suis surpris qu'il ait accepté de dépasser le 2 heures. Fait que ça m'a questionné un peu sur le public cible. Là. Je veux dire, je sais que les enfants peuvent être endurants et tout, mais comme tu sais pas, dans une salle de cinéma, là, soudainement, des 6-7 ans, ça peut peut-être devenir difficile. C'est sûr que tu vas aux toilettes une fois au milieu du film. Là. Fait que c'est mon seul hic. Moi, j'ai pas réussi, ça faisait très longtemps, là, j'ai pas eu le temps de revisiter l'original, le 89, avant. J'ai revu quelques séquences sur YouTube pour me remettre dans le bain, mais pas le film en entier. Puis, je savais pas trop qu'est-ce qu'il y avait ajouté. C'est-à-dire que c'est assez naturel dans le fil narratif, mais tu disais que c'est beaucoup justement un peu d'histoire sur le prince Eric. Ouais, en fait, n'ayant jamais vu l'original, parce que j'étais un petit peu trop vieux, puis curieusement, je les ai pas réécoutés cette période-là de Disney des années 90 avec mes enfants, tu sais. Ils ont comme découvert Pixar, toute l'animation par ordinateur, fait qu'on était plus là-dedans, puis ou sinon c'était les vraiment plus vieux classiques. Donc en allant fouiller un petit peu sur Internet, ce que j'ai compris, c'est ça, on a rajouté beaucoup d'histoires à Eric, parce que de ce que j'ai lu, semble-t-il que dans la version originale, comme beaucoup des princes dans les films de Disney, il est juste beau, puis il ne sert pas à grand-chose. Là. Donc on a voulu étoffer ça un peu, ce qui n'est pas mauvais. Peut-être qu'on a juste rajouter un peu trop de séquences, mais bref, ce sera aux gens de juger. Mais donc oui, fait qu'on a rajouté quand même beaucoup de chair autour de ce personnage-là. Quand même 3 nouvelles chansons aussi. Ouais, des fois je disais 4, je n'arrive même pas à voir c'est lesquelles. Là. Évidemment, ils remettent les j'ai vu qu'il y avait la chanson d'Eric, évidemment. Ouais. Le rap de Aquafina. Ouais, ça c'est audacieux. Et puis la chanson, je pense, d'Ariel dans la grotte où justement le désir là, de vivre parmi les humains. Là. Parce que c'est le petit tweak qu'on a fait à l'histoire, c'est que dans la version originale, je crois vraiment que c'est à cause qu'elle tombe amoureuse d'Eric qu'elle veut aller vers le monde humain, alors que là, on a inversé ça un peu. Donc, elle est déjà fascinée par les humains, finalement. En tout cas, l'original, juste 2 gars qui ont des hypothèses sur le film qui n'ont pas vu. Là. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et disent non, vous le savez peut-être plus que nous. Mais elle collectionne déjà les objets. Là. Le film commence un peu de la même manière. Là. Mais mais la fameuse chanson, c'est quasiment une des premières du film. Là, parce que les paroles m'échappent. Là. Mais c'est comme vivre parmi eux. Ouais, tout, là. Ah, ça, c'était dans le 89. Là. Oui. OK, je pensais que tu disais que c'était une nouvelle chanson. Ils ont peut-être retravaillé certaines paroles. Là. Non, mais est-ce que c'est cette chanson-là qu'elle chante dans la grotte? Ou elle chante avant, je m'en rappelle plus. Bref, peu importe. Mais en parlant de la musique, Alan Menken est de retour. C'est lui qui avait composé la musique au départ en 89. Le parolier, j'ai oublié de noter son nom, de 89, est décédé. Oui, t'es décédé en 91. OK, tout de suite après. Fait que là, c'est Lin-Manuel Miranda, une machine à musique. Et chez Disney beaucoup ces temps-ci. Fait qu'il s'est joint à Menken. Fait que justement, ils ont réarrangé les chansons originales puis composé quelques nouvelles comme ça. C'est quand même ça me fait rire. J'en ai pas vu. Je pense que j'ai juste vu le livre de la jungle, comme je disais, dans les nouvelles adaptations en prise de vue réelle. J'ai rien vu d'autre. Puis j'avais oublié à quel point les personnages se parlent à eux-mêmes puis se parlent à voix haute. Ouais. Et je sais pas si la petite sirène est pire que les autres, là, mais ils sont souvent seuls à un endroit en train de ruminer, puis ça devient une chanson qui chante à eux-mêmes. Genre, il y a Sous l'océan, que là, c'est vraiment Sébastien qui chante à Ariel avec tout le monde, mais la plupart du temps... je pense un peu les conventions de comédie musicale, puis c'est... Ouais, on le voyait un petit peu, surtout avec Ursula aussi, là, ces moments où elle chante, elle se parle à elle-même. Bon, évidemment, on comprend que c'est pour nous faire comprendre qui elle est, puis
Mais ça fait très Broadway, là, effectivement. Ouais, et d'ailleurs, continuons avec le casting. Melissa McCarthy, c'était surprenant quand ils ont annoncé le casting, parce qu'on la connaît plus pour des comédies un peu grivoises et excentriques. Mais pour jouer Ursula, l'espèce de pieuvre géante et la méchante du film, c'est super bon. Là. Il y a une espèce de folie qui rappelle un peu Jason Momoa dans Fast X, qu'on fait juste d'avoir la semaine d'avant. Là. C'est à peu près le seul parallèle que vous pouvez faire entre les deux films. Mais c'est ça, un peu machiavélique et tout. C'est très crédible, je trouve, avec le maquillage et tout, c'est bien fait. Puis Javier Bardem qui fait le roi Triton, donc le père de toutes les sirènes. Puis d'ailleurs, écoute, je sais pas si c'était pour justement casser ça rapidement. Quand il présente toutes les sirènes, c'est des multiethniques, justement. Mais ce qui fait plus de sens, parce que la vie, c'est ça. Fait que il règne sur les 7 mers, il se promène partout. Fait que une sirène par mer ou par continent. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. Donc voilà. Alors, ne boudez pas votre plaisir si vous êtes, comme je dis, fan du film, de comédie musicale, de Disney. Je pense que ça coche toutes les bonnes cases. Là, sans être un chef-d'œuvre, là, on s'entend, mais ça remplit bien. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait la job. Puis on a remis plus de réalisme aussi, évidemment, on se demandait pour Polochon puis Sébastien, un petit côté plus réel. C'est un peu bizarre, Polochon, qui est comme un vrai poisson. Ouais. Mais on le voit puis pas tant. Un enfant aussi, là, avec, c'est Jacob Tremblay, en tout cas dans la version originale anglaise. Là, oui, c'est ça, mais il a petite voix. Il a quel âge à cette heure? Il n'est pas 15 ans, 18 ans? Es-tu rendu majeur? Je sais pas. Je pense pas. Puis, il n'a pas mué. Mais on le voit pas tant que ça. C'est beaucoup plus le goéland qui est finalement plus un genre de fou de bassin, voicé par Aquafina, puis le crabe par c'est un musicien, David quelque chose, j'oublie son nom. Mais on a atténué un peu l'accent antillais un peu, là. Ça passe mieux, je trouve que. Mais j'ai pas écouté en français. Je pense que Catherine Brunet fait la voix de l'oiseau, qui redouble Aquafina. Mais je suis pas certain. Je me souviens plus où j'ai pas inventé ça, donc j'ai lu quelque part cette information, mais j'arrive plus à trouver où j'ai vu ça. Fait que. Alors, je me demandais, en écoutant le film, je me demandais, au Québec, qui double Ariel? Est-ce qu'on est allé chercher quelqu'un de la même ethnie ou on a pris je pense, tu vois, je sais pas. Je pense qu'en doublage, souvent, ils prennent. Je pense qu'ils vont prendre le meilleur talent. C'est pas trop grave. C'est ça. Ça a quand même causé quelques trucs aux États-Unis. Mais ça, ça, il y a aussi, c'est parce que c'est visuellement. Mais quand tu le sais pas, ce qui est gênant, c'est quand justement tu prends un blanc puis tu dis parle quoi. Je sais même pas comment en faire un accent africain ou quelque chose comme ça, mais ce qui est absurde, l'accent africain, là, c'est super grand. Mais en tout cas, faire un accent étranger, puis là, ça peut mal paraître, mais tu sais, une voix qui n'a pas d'accent, peu importe la couleur de la peau, là, on s'en fout. Là, fait que c'est pour ça que comme Aquafina, oui, elle est asiatique, mais elle parle pas Chintok, là, je veux dire, c'est une américaine, juste d'origine asiatique, fait qu'on s'en fout, fait que tout le monde peut être doublé par n'importe qui rendu là. Sauf, je me souviens qu'il y avait la polémique de Sébastien un peu. À l'époque, ça n'avait pas fait une, mais en grandissant, on fait c'est l'appropriation culturelle ou de quoi, mais c'est dur à dire, c'est un dessin animé, c'est un crabe antillais, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est pas un vrai humain. Là. Bref, et les pronostics sont très bons pour passer la gratte puis dépasser le 100 millions au premier week-end en fin de semaine. Fait que serez-vous des gens, des leurs. C'est sûr que ça va être la sortie familiale. Pour un public plus adulte, tournons-nous vers une comédie vulgaire, The Machine de Peter Atencio. Excusez-moi. Ouais, Peter Atencio, qui avait réalisé entre autres Keanu, que j'ai pas vu, mais qui était quand même un film aussi comédie d'action un peu underground, mais qui a connu un certain succès là, avec Jordan Peele puis Keegan-Michael Kay. J'ai vu qu'il avait réalisé des épisodes là, de leur série à sketch. Kay and Peele, justement. C'est ça. Fait que ce genre d'humour. Ici, dans The Machine, qui est juste disponible en version originale anglaise, ça met en vedette Bert Kreischer dans son propre rôle et comme inspiré de son populaire numéro d'humour. En gros, c'est que quand il était étudiant à l'université, il était bien sur le party, puis il s'est inscrit à un cours de russe,
Puis il était vraiment pourri, mais la prof avait dit genre, ouais, mais reste dans le cours, puis moi, j'ai besoin de toi pour avoir le nombre minimal d'étudiants puis pas perdre ma job. Fait qu'ils ont fini par faire un voyage étudiant en Russie, puis là, il s'est mis à se tenir avec les mafieux qui étaient supposés les protéger. Puis par une nuit de boisson, ils ont volé un train, le train sur lequel il était, puis même il a volé ses collègues étudiants et tout. Puis il a raconté cette histoire-là, puis c'est parce qu'il s'appelait The Machine, puis il faisait juste brosser puis être le funny guy pour eux autres. Party Animal. Fait que ça, c'est un numéro d'humour. Vous pouvez l'écouter sur YouTube si vous le désirez. Puis aussi, trigger warning. En tout cas, Bert Kreischer est toujours en bedaine. C'est vraiment un gros dad bod là, de brosseux. Là, voilà. Puis, fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'après le succès de ce numéro-là, ils ont vendu je ne sais plus quelle compagnie a acheté les droits, parce que c'est pas lui qui a écrit le scénario, mais il a juste vendu les droits de cette histoire-là, en assumant de jouer dans le film. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il est rendu adulte, il a des problèmes avec son père, avec sa famille un peu, il a slacké la boisson, il est en tension avec sa fille aînée surtout. Puis, les Russes redébarquent chez eux pour dire « Hey, on t'a retrouvé il y a 20 ans, quand t'as volé le train, t'as volé une montre très importante à notre famille. Fait qu'on te kidnappe, toi puis ton père. Ben, ça donne son dans la même pièce à ce moment-là. Puis, faut que tu m'aides à retrouver la montre, sinon on va faire du mal à ta famille. » Fait qu'il se retrouve dans cette espèce de anti-heist movie que tout au long de ça va se remémorer l'histoire, qui est un peu le numéro d'humour finalement, mais on a ajouté un peu de tension dramatique au travers de ça. Et fait intéressant, ben, c'est Mark Hamill qui accepte la folie et joue son père là-dedans. Et il y a Jimmy Tatro, c'est pas un nom si connu que ça, mais c'est quand même aussi un humoriste qui a joué dans plusieurs séries comiques, qui joue Bert quand il était plus jeune à ce moment-là, dans Le Voyage étudiant. Écoute, c'est pas mal ça. C'est une comédie d'action. C'est ce que vous pensez que c'est. Quelques blagues. Tu sais que Bert Kreischer a beaucoup de succès sur Internet, entre autres. Le connaissais-tu, toi? Moi, je le connaissais pas, honnêtement. C'est un nom que j'avais entendu, mais j'ai... Ben, en fait, même mon cercle d'amis n'écoute pas tant d'humoristes en anglais, d'humoristes américains, mais je le sais que c'est de plus en plus populaire, surtout avec l'événement de Netflix et toutes les specials, avec le podcasting. Tous les humoristes au Québec ont des podcasts. Ben, c'est pareil aux États-Unis, non 1, puis 2, puis 3, puis eux, ils arrivent à vivre de tout ça là, quand ils ont des gros bassins d'écoute. Là. Nous, on cite toujours Mike Ward comme l'exemple, mais aux États, tu en as 25 là, des Mike Ward qui vivent avec ça. Puis qui sont pas juste Joe Rogan en train de toujours donner des explications, des affaires d'horreur, mais qui sont plus humoristiques et plus légers. Ouais, bref, fait que je sais qu'il y a une grosse popularité. Je pense que ton fils, lui... Ben, effectivement, c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille pour ce personnage-là. En fait, quand le film a été annoncé ou qu'il y a eu la première bande-annonce, donc il me parlait de ça. J'avais aucune idée c'était qui. Donc, j'étais très curieux de voir ça. Finalement, je suis allé voir aussi son numéro qu'on trouve facilement sur Internet, mais pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas accès, on ne sait pas. Alors, le film met quand même le contexte assez rapidement, là, donc pas obligé de l'avoir vu nécessairement. Donc, ouais, c'est un drôle de phénomène, effectivement. Un bon raconteur. Me faisait penser peut-être à P.A. Méthode un peu. Là, si je pouvais... dans sa façon d'être, c'est ça. C'est un. Dans je sais ton pas. De voix, puis, je ne sais pas ses autres numéros, si c'est toujours des histoires un peu comme un conteur ou si ça donne juste que c'est cette anecdote-là qui est très singulière. Sa spécialité de ce que j'ai pu lire rapidement. Mais moi, j'ai quelques fun facts quand même sur ce personnage-là. C'est un top partier, hein, lui? Ben, oui, effectivement. Donc, en 97, il y a comme une liste qui a été faite des universités où il y avait le plus gros party. Donc, c'était celle de Floride où il allait. Et le Rolling Stone a fait un article de 6 pages sur lui. Ouais, qui était le top partier, la top party université. Là. Donc, quand même. Et c'est suite à cet article-là que les droits ont été achetés déjà à l'époque pour son histoire et par Oliver Stone. Oui, c'est ça, j'ai vu. C'est quand même, mais finalement, le projet ne s'est jamais matérialisé. Donc, les droits lui sont revenus, en tout cas revenus au scénariste. Et puis, un des scénaristes a comme changé quelques trucs. Puis finalement, c'est devenu le film Van Wilder. Oui, à National Lampoon. Fait que le gars qui reste à l'école trop longtemps pour continuer à faire le party. Là, fait que qui était un peu incarné par Ryan Reynolds. C'est ça, dans ses premiers rôles. Oui, tout à fait. Donc, c'est inspiré de Bert Kreischer. Donc, c'est quand même assez intéressant, toute son histoire. Là. C'est vraiment un dude bro frat boy. C'est jusqu'à ça, il a comme 48 ans. Puis
c'est un peu un Florida Man au travers de ça. Là. Fait que, tu sais, le film est assez niaiseux, là, se prend pas trop au sérieux, mais c'est pas trop colon, c'est pas colon raciste, miso, là, tu sais, ça passe. C'est juste lui, justement, qui réalise qu'il est peut-être assez égocentrique, puis qu'évidemment, tous les problèmes relationnels qu'il a envers son père, ben, même s'il refuse de l'admettre, c'est pas mal ça qui remet vers sa fille aussi. Je suis pas un grand fan, mais je pense que je me trompe pas si je dis qu'on est dans l'humour d'Adam Sandler un peu, là, puis ce genre... ça se peut-tu? Quand même. Adam Sandler a plus de gags visuels, souvent, je trouve. Avec des caméos et des choses comme ça. Là. Mais, ouais. Parce qu'il y a quand même un petit côté... c'est humour américain, là. Ouais. Peut-être Bullet Train sans l'excès, parce qu'il y a quand même quelques séquences un peu violentes quand même. Ben là, c'est qu'il se retrouve au travers, finalement, et je dis des Russes viennent le chercher, mais c'est une famille de mafias russes, puis ce qu'il va réaliser, c'est que la famille elle-même est en guerre dans la fratrie pour qui va avoir la montre pour la ramener à leur père, comme une espèce de chasse au trésor qui n'ont pas le choix d'utiliser Burt, qui lui doit travailler fort pour se souvenir de ce qui s'est passé puisqu'il était en état d'ébriété assez avancé le soir des faits. Donc moi, je trouvais qu'il y avait quelques bons gags et Mark Hamill m'a fait sourire. Je trouvais que c'était un bon... on le voit pas souvent depuis son comeback en Luke Skywalker. Ouais, c'est ça. Donc, fait que le jouer autre chose, il fait beaucoup de voice acting, mais de le voir jouer, lui, c'est vrai que c'est sympathique. Ça peut rappeler, tu sais, ou plus récemment, c'est l'espèce de fabulation qu'il y avait eu entre Nicolas Cage et Pedro Pascal dans Massive Talent, The Weight of Massive Talent, quelque chose comme ça. Là. Unbearable Weight of Massive Talent. Ouais, puis ce côté-là méta où c'est ça, le comédien joue lui-même. On parle de quelque chose. Ben là, il n'y avait pas grand-chose de vrai dans Massive Talent. Ici, ben, tu parles de cette histoire-là que lui continue à dire que c'est vrai. Là, mais tu vois, il joue même là-dessus. Son père le croit pas. Il pense qu'il a inventé tout ça. Puis que chaque fois qu'il y a des conteurs, ils ajoutent des éléments à leur histoire, mais ça prend un fond de vérité pareil. Là, sinon, tu vas te faire démasquer à un moment donné d'inventer des fausses histoires. Là. Alors, pour ceux qui aiment le film, le cinéma plus sérieux, plus niché en quelque part, il y a L'Immensità d'Emanuele Crialese. Ouais, quelque chose comme ça. Pardonnez mon accent italien. Exactement. Et ce qui est surprenant, c'est que ça met en vedette Penélope Cruz, qui est plutôt espagnole, mais ici qui joue en italien. On est dans les années 70 à Rome. On va suivre une fille de 12 ans qui prétend plus être un garçon qui se sent, alors que la maturité physique commence beaucoup, préfère qu'on la traite encore comme un garçon. Ce qui va perturber quand même la famille de 3 enfants et des 2 adultes qui sont déjà dans un mariage qui a l'air un peu sans amour et qui s'effrite tranquillement, fait que ça va donner une certaine tension à tout ça. Cela dit, avec un synopsis comme ça, c'est pas un mélodrame, on est une espèce d'hybride entre quand même un coming of age du point de vue de l'enfant, de Adri, mais aussi une chronique familiale parce que ça va évoluer au fil du temps. C'est pas juste la perception de cet enfant-là. Il y a un frère, une sœur, il y a le mariage des parents qu'on voit au travers de ça et on voit aussi un peu le regard de la mère sur son enfant, sur comment plus sa relation se tend avec son mari, plus elle se rapproche de ses enfants puis qu'elle est vraiment en proximité beaucoup avec eux. Moi, ça me rappelait un peu les Fabelmans, d'une certaine manière. Pas du tout dans l'histoire, mais dans le traitement de la mère jouée par Michelle Williams et tout. Là, c'était plus parce qu'elle s'ennuyait, mais cette espèce de fusion, un peu de folie-là. Une des premières scènes là, où ils mettent la table, ben, c'est une espèce de routine qui prend une demi-heure parce qu'ils mettent de la musique puis ils font une chorégraphie pas du tout efficace, mais comme très amusante. Fait qu'elle aime bien jouer avec les enfants encore. Tu sais. Oui. Puis je dirais, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on... Je me rappelle, je m'excuse, je me souviens pas si tu l'avais mentionné, mais ça se passe dans les années 70 en Italie aussi. Ouais. Fait que on est dans une culture qu'on connaît un peu moins dans un autre pays. Donc, il y a tout ce côté-là qui est... Chez des gens assez aisés, qu'on comprend. Oui, aussi, c'est ça, parce qu'évidemment, le personnage joué par la très bonne comédienne, là, Luana Giuliani, va côtoyer des gitans aussi. Oui. Donc, il y a ce clash-là. En fait, c'est pas des gitans, mais des gens un peu plus pauvres. Là, on comprend qu'ils sont dans c'est plus des ouvriers, en fait. Fait qu'on a un clash des classes. Donc, oui, c'est une
c'est filmé tout en douceur, ça ne prend pas jugement sur rien. Comparaison, peut-être un peu moins lourd, mais il y avait Close qui est sorti il y a quelques semaines aussi, belge, là, parce qu'on est un peu dans ces mêmes thématiques-là, LGBTQ+, et d'identité, du point de vue de l'adolescence, évidemment, et tout ça. Donc, c'est ça, fait que c'est pas un film non plus qui est sur un traitement de OK, le changement de sexe à 12 ans, comment on gère ça? C'est pas moralisateur comme ça, c'est juste un questionnement. En fait, comme c'est un peu à peu près une année qu'on voit évoluer, c'est pas un film qui va avoir une fin précise et nette. Là. La vie continue pour tous les personnages après les événements qu'on nous présente ici. Tu sais. En fait, ce qui est folle, la force aussi du film, c'est que je pense pour beaucoup d'adolescents, au-delà d'être la quête du sexe, on se sent toujours quand même différent des autres. Tout souvent, on a de la misère à trouver notre place. C'est comme universel quand même. Et ça, je trouve qu'il réussit bien à transposer cet effet-là au niveau du personnage féminin principal, de cette quête juste de se sentir différent des autres. Elle-même, elle se traite d'extraterrestre, puis elle attend comme des signes qui viennent de l'au-delà. Oui, là, c'est vrai, ouais. Il y a quand même une mise en scène qui est assez intéressante aussi. Là, en ce sens, dans cette mise en scène-là, il y a beaucoup de moments musicaux sans être un musical. Là, parce que je sais que ça fait peur à des gens, mais comme ils écoutent la télé, ils voient des shows dans des variétés. Ouais, c'est ça, show de variété avec des performances. Puis là, ils s'imagent eux, surtout Adri puis sa mère qui incarne ces moments-là et tout. Là. Fait qu'il y a je sais pas si c'est un needle drop parce que je connais pas assez les hits italiens des années 70, là. Mais puis pas assez dans le sens pas pantoute. Là. Mais fait qu'il y a certains moments où on sent qu'il y a des tunes très énergiques qui viennent redonner un rythme au film qui dure comme 1h35. Fait que c'est vraiment je trouve que le rythme est super bon, tu sais. Puis le film a été présenté à la Mostra de Venise en 2022, donc l'an passé. Puis à ce moment-là, le réalisateur Emanuele Crialese, comme tu as dit, a fait son coming out trans. Il a dit, c'est inspiré de ma jeunesse. Je suis né femme, mais je suis un homme depuis énormément d'années, en fait. Là, la plupart des gens ne le savaient pas. Fait que autant on pourrait penser que c'est juste on prend des problèmes contemporains puis on les remet dans les années 70 pour brasser un peu de marde. C'est comme non, ça c'est vraiment un peu passé. C'est son histoire vraiment inspiré de sa vie familiale, sa dynamique, mais sans en faire justement en parlant des Fabelmans, sans dire que c'est autant, disons, biographique que ça. Là. C'est juste c'était son point de départ. Fait que moi j'ai beaucoup aimé, puis Penelope Cruz c'est vraiment une grande actrice. Tous les talents. Là. Et drôle de timing que c'est pas une sortie internationale, là, dans le sens qu'il est déjà sorti en Italie puis partout ailleurs, mais ça donne pour nous que Penelope Cruz dans l'Immensité au même moment que Javier Bardem sort dans Little Mermaid. Fait que power couple multilingue international au cinéma. Écoute, je pense que ça va être un petit peu plus bref cette semaine. Il y a plusieurs autres sorties et qu'on n'a pas eu le temps de voir. Fait que présenter ça en long et en large. Mission Kandahar de Rick Roman Vaugh. Je sais jamais quand ça commence par un W. Ça doit être ça, Vaugh. Et qui a fait entre autres Greenland et Angel Has Fallen avec Gerard Butler. Eh bien, il ramène le bon Gerard ici. C'est un Écossais, hein, il me semble, Gerard. Ouais, c'est ça. Des fois, il arrive à faker l'accent américain. Là. Qui est justement un agent de la CIA qui est en mission en Afghanistan. Puis là, son identité est démasquée. Fait que pourchassé par des espions puis des forces d'élite ennemies, il va devoir fuir l'Afghanistan en compagnie de son traducteur afghan, justement, pour le protéger. Alors, le but est de quitter sain et sauf. Alors, dans Mission Kandahar, film d'action, exactement ce que ça doit être. Ça a été écrit par un ancien soldat qui est spécialiste du renseignement militaire. Fait que s'il y a un peu de réalisme qui s'ajoute peut-être. La comédie About My Father, on est beaucoup dans les liens de famille et de parentalité ici, de Laura Teruzzo. C'est pas une comédie dramatique, c'est juste une comédie. À l'occasion des festivités du 4 juillet, c'est un Italo-Américain qui va présenter son père
coiffeur qui, lui, est un Italien pur et dur, à sa riche... la riche famille de sa fiancée, là, qui sont des propriétaires d'hôtels dans le sud des États-Unis. Alors, il y aura bien peur du clash que tout ça va donner. C'est, entre autres, coécrit par Sébastien Maniscalco, qui joue le rôle principal. Donc, lui aussi inspiré un peu de sa vie. Et c'est Robert De Niro qui fait son père et Leslie Bibb, sa conjointe. Fait que De Niro fait souvent des comédies. Autant on le voit comme un vieux mafieux. C'est pas mal ces deux castings. Ouais, hein, c'est ça, exactement. 20 ans, là. C'est rare qu'on le voit dans juste un drame ou... Un rôle normal. Ouais, il a fait une couple de thrillers, c'est vrai. Donc, retour un peu à la sauce Meet the Parents et compagnie. C'est un peu ce qu'on voyait comme vibe. Sauf que là, au lieu d'être l'ex-agent CIA super contrôlant, ben, il est plus un gars qui a pas honte de qui il est. Puis que, voilà. Mais je pense que c'est aussi le kid, le kid, genre 30 ans, là, mais Sébastien Maniscalco qui se met les pieds dans les plats lui-même aussi. Puis là, j'imagine que ça a un genre de dénouement à la... Sois pas honte de quitter, puis si les gens t'aiment pas comme t'es, ça vaut pas la peine d'être avec eux. Là. La comédie Plancha de Éric Lavenn, on voyage beaucoup. Hein. Un groupe d'amis se réunissent en Bretagne pour célébrer le 50e anniversaire de l'un des leurs, mais ce qui devait être un très beau voyage, finalement, il pleut tout le temps, fait que cette météo-là va gâcher leurs vacances puis mettre leur amitié à rude épreuve. Mais cette gang-là ne sort pas de nulle part, c'est la suite de Barbecue d'il y a à peu près 8 ans, en 2014. Okay. Donc le film suit encore ces mêmes gens-là 8 ans plus tard, fait qu'on va voir comment leur... relation a évolué. Ça me fait penser un peu au projet c'était les petits mouchoirs, puis à l'époque là, de justement, on l'a eu récemment dans un autre film. Lui qui a réalisé Astérix, le dernier Astérix. Canet? Ouais, Guillaume Canet avait fait à l'époque les petits mouchoirs. Puis avec cette gang-là, fait que Gilles Lelouch, puis que j'ai pas vu, fait que je peux pas t'aider. etc. OK, ça avait été quand même un gros hit à l'époque où ça avait sorti. Puis il avait fait une suite, genre 10 ans plus tard. Il y avait aussi Marion Cotillard là-dedans et tout. Là, fait que c'était vraiment des gros noms. Ici aussi, on est dans les gros noms de la comédie. Ben là, on suit surtout les trois boys. Lambert Wilson, Franck Dubosc et Guillaume de Tonquédec, qu'on vient de voir dans Arrête avec tes mensonges. Voilà. Fait que c'est ça pour Plancha. Je pense que c'est très appréciable si vous aimez ces comédiens-là, même si vous n'avez pas vu Barbecue, mais... c'est encore mieux de suivre ses bons camarades. Et la comédie sentimentale You Hurt My Feelings de Nicole Olofssener, qui est juste disponible en version anglaise, cela dit. Question très intéressante, puis écoute, ça pourrait t'arriver aussi, toi qui es un auteur émérite. Apprenant que son mari psychologue aime pas son dernier livre alors qu'il disait qu'il l'aimait, une écrivaine insécure va précipiter son couple dans une crise existentielle qui va amener ces questionnements-là, vont se transmettre vers l'honnêteté puis la fidélité pour eux deux, mais qui va se transparaître sur leur entourage aussi, puisqu'ils ont un entourage également d'auteurs et autres. Fait que c'est comme... Est-ce que dans la vie, tu devrais... Tu sais, toi, t'aimerais-tu mieux te faire dire... par ta conjointe, par tes proches, que c'est bon juste pour t'encourager, ou t'aimes mieux te faire dire leur juste sans être méchant? Là, mais non, je préfère avoir leur juste, c'est certain. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai le bonheur qu'elle ne lit pas. Elle n'avait pas lu mes romans, je pense. Ou peut-être le premier, en tout cas, bref. Ce qui est quand même drôle. Ouais, mais ça fait ça des fois aussi. J'ai plusieurs amis en musique et tout, puis... Ben, des fois, j'ai juste pas écouté leur affaire. Et j'ai plein de mes amis pas en musique qui écoutent même pas mes projets non plus, tu sais. Puis ça me fait vraiment plaisir quand ils écoutent, mais ça me ferait pas... Ça me fait plus plaisir que, genre, il y en a 2 qui l'écoutent puis qui m'en parlent parce qu'ils l'ont écouté vraiment volontairement puis par intérêt, que si tout le monde... Obligation. C'est ça. Fait que c'est ça. Je suis pas du genre à tout dire « Regardez-moi, j'ai fait un spectacle de musique. Genre, venez tous me célébrer. » Je trouve la prémisse vraiment le fun. Puis en plus, c'est Julia Louis-Dreyfus qui joue dedans. Une comédienne, c'est ça, connue surtout pour... Hélène de Seinfeld. Seinfeld, oui, c'est ça. Mais Veep aussi, plus récemment, qui a été un bon succès dans les dernières années. Une comédienne que j'aime, qui a beaucoup de bagou, j'aime bien. Puis Nicole Olofssener, qui est réalisatrice et scénariste de ce projet-là, elle a scénarisé pas mal de trucs, beaucoup du même genre aussi, là, comme ça, de remise en question dans des mariages assez, égaux, là, tu sais, fait que c'est beaucoup des femmes qui sont mises de l'avant dans ces projets, mais pas comme
dans une mauvaise rom-com ou des métiers invraisemblables puis des choses comme ça. Il y a souvent un mari psychologue, je pense, ou une femme psychologue dans cette thématique qui est arrivée souvent. Je ne sais pas si c'est son cas dans la vraie vie. Mais elle avait ici, Tout est dans tout, écrit également Can You Ever Forgive Me? Si je me souviens bien, c'est pas elle qui l'a réalisé, mais elle l'avait écrit. Puis ça, c'est un des meilleurs rôles de Melissa McCarthy, qui était dans un rôle vraiment plus sérieux d'une écrivaine qui avait volé un script à quelqu'un d'autre puis qui s'est mis à être populaire comme ça. Ouais. Non, elle faisait des fausses lettres d'échange. Elle avait comme inventé une correspondance entre un auteur connu puis un autre, puis il me semble qu'elle écrivait ça puis elle se faisait de l'argent avec ça, mais tout ça était qu'un mensonge. C'est très flou, mais c'était très bon. C'est elle qui avait écrit. C'est loin ça. Et plus récemment, The Last Duel, quand Matt Damon puis Ben Affleck a écrit ça, il voulait une petite touche féminine, puis c'était à elle qui avait demandé ça. Fait que, puis elle avait écrit et travaillé sur Sex and the City, Gilmore Girls, 6 Feet Under, plein de trucs comme ça. Fait que c'est pas... un bon pédigré. Ouais, pas ses premiers faits d'armes. Fait qu'on souligne justement beaucoup les dialogues riches et sensibles et l'humour un peu grinçant que moi j'aime bien en général. Fait que c'est le genre de film que j'aimerais bien aller voir si j'ai l'occasion cette semaine. Et le documentaire de la semaine, L'audience de Emily Béguérette et Peggy Nkunga Ndona. C'est un documentaire sur comment demander ta résidence canadienne, entre autres, comment ça se produit. Fait que 3 ans après être arrivé à Montréal avec leurs enfants, on va suivre un couple de Congolais qui sont convoqués à leur fameuse audience qui va déterminer si leur demande d'asile politique peut être acceptée. Fait qu'on va rentrer dans les coulisses d'un processus qui est quand même froid et intimidant et très protocolaire, puis écrit les choses correctement. C'est au-delà d'une demande de subvention que c'est juste « désolé, vous n'avez pas l'argent ». Là, c'est comme... C'est un gros... c'est ça, là, c'est encore plus dramatique, je dirais. Et ce sujet d'actualité. Donc, ah oui, encore aujourd'hui et plus que jamais. Ouais. Mais on démontre quand même beaucoup d'empathie là-dedans et tout, même si, évidemment, il y a partie prenante dans ce documentaire-là. Mais bref, on dit beaucoup de bien pour l'audience. Et écoutez, c'est tout pour cette semaine. On a fait ça beaucoup plus brièvement quand on n'a pas 30 minutes de saga de film à résumer. Est-ce que tu vas nous résumer tous les Spider-Man pour non, parce que les Transformers? Non? Ouais, c'est ça. Les Transformers dans 2 semaines. Je pense pas. J'ai pas... Écoute, je suis curieux, je sais pas si j'ai hâte, mais je suis curieux de voir le film dans 2 semaines parce que j'ai vraiment aucune attente. Je suis pas un très grand fan de cette série-là. Et de toute façon, c'est plus considéré comme le 8e film ou quelque chose de même. Là. Ils font qu'ils vivent d'eux-mêmes à cette heure, puis c'est des sous-spin-offs qui se passent avant d'autres événements, puis blablabla. Dans la temporalité, fait que ça donne rien de voir les derniers qui étaient quand même cotés comme des navets, mais qui faisaient leurs frais autour du monde. Alors, mystère. Mais avant ça, la semaine prochaine, pour le 2 juin, Spider-Man Across the Spider-Verse, et lui, les premiers échos sont incroyables. On dit beaucoup, beaucoup de bien. Ouais, fait que ça, j'ai très, très hâte de voir ça, qui est une animation vraiment belle, je trouve. Et différente aussi. Qui n'est pas juste la 3D classique qu'on voit partout maintenant. Et un bon ton d'humour, etc. Fait que, et Spider-Man est probablement le héros le plus apprécié selon le sondage que je viens d'effectuer avec mes souvenirs les plus proches du plus d'enfants que j'ai vu costumés dans les 2 dernières années dans mes cercles d'amis. Spider-Man à la cote. Fait que, bref, on discute de ça et bien d'autres. Il y a un film d'horreur aussi qui prend l'affiche parce que ça fait déjà 3 semaines qu'il n'y en a pas eu. Même pas la semaine passée, il y avait Dark Terror, Dark Nature. Sous le radar, là, on n'entend pas beaucoup parler pour quand même une grosse sortie. Là. C'est un gros studio. C'est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King quand même. Écoute, on parle de Boogeyman ici, le croque-mitaine. Je suis quand même curieux de voir ça parce qu'au départ, c'était un projet que Disney, c'était un Fox Disney, avait annoncé directement pour nourrir leur plateforme. Puis c'est vraiment le succès de Smile. Ouais. Il y a en septembre à peu près, là, que c'était Paramount, même chose, devait le sortir juste en plateforme. Il a fait, regarde, on a comme un trou, on le sort au cinéma. Il a fait genre 100 millions ou quelque chose comme ça. Fait que tout le monde s'est dit, OK, on peut avoir des petits hits comme ça. Fait que Boogeyman ont décidé de l'envoyer au cinéma. Puis Evil Dead aussi connaît le même genre de succès aussi. Et voilà, donc, c'est ça. Fait que si la prémisse est intéressante. En fait, on le sait que la prémisse est intéressante pour Boogeyman parce que c'est pas comme Smile, on savait pas ce que ça allait être.
Mais est-ce que le traitement va être intéressant? À la hauteur, ouais. Tout ça est bien plus. Et il y a un film canadien aussi, Bones of Crow. Crow, je me souviens plus si c'est un ou plusieurs corbeaux. Mais c'est plusieurs zoos sur des histoires tragiques de pensionnats canadiens, avec entre autres Karine Vanasse et Rémi Girard dans des rôles probablement anglophones là-dedans. Qu'on n'a pas vu encore, mais grosse semaine devant nous. Alors, bref, d'ici là, continuez à nous écrire par courriel balado@commercialmonciné.ca. Et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine de films, du bon popcorn et je vous mets au défi, si vous voyez La Petite Sirène, de ne pas chanter Under the Sea quand vous sortirez de la salle car vous allez l'avoir en tête toute la journée.